Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche. C'est votre première prise de parole à la télévision depuis ces quelques jours, fin août, début septembre, où vous avez failli être nommé Premier ministre. On en parlera dans un instant. On parlera également du budget, des hausses d'impôts à venir. Mais d'abord, il y a un an, jour pour jour, le professeur Dominique Bernard était assassiné par un terroriste islamiste. Vous étiez ce matin à la cérémonie qui lui a rendu hommage à Arras. Un an après, 4 ans après la mort de Samuel Paty, qu'on commémorera dans les jours qui viennent, est-ce que toutes les leçons ont été tirées de ces drames? C'est ce que l'on souhaite tous, c'est que tout le monde est bien intégré. Je pense que les responsables publics, les responsables politiques l'ont dit, l'ont compris. Je pense que la communauté éducative également, mais je pense que de toute façon qu'il faut, encore une fois, une vigilance de chaque instant et être implacable quand il y a la moindre dérive, la moindre entorse à la laïcité. Je voudrais revenir sur l'hommage tout à l'heure. Il y a une chose qui force l'admiration, c'est la force de Madame Bernard. Vraiment impressionnante. Vous avez certainement vu ses interviews dans Le Monde, Absolument, dans La Voix du Nord. Elle a une force qui se doit d'être respectée, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit oublier le drame qui s'est produit, comme Samuel Paty, vous l'avez dit. Aucune entorse à la laïcité, aucune, et une lutte permanente contre le terrorisme islamique. Et je vais même plus loin, contre l'islam politique. Parce que nous savons pertinemment que c'est à partir de cet islam politique que peuvent venir les plus grandes formes de séparatisme. La ministre de l'Éducation nationale dit dans les colonnes de la Tribune dimanche que les atteintes à la laïcité ont baissé entre septembre 2023 et septembre 2024. Mais il y a ce qui s'est passé dans votre région. C'était cette semaine à Tourcoing, une professeure frappée par une élève à qui elle avait demandé de retirer son voile. Quand on voit ce genre de... Je ne vais pas dire fait divers, c'est plus grave qu'un fait divers. C'est un fait de société, c'est un drame. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Vous dites qu'il faut être implacable. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour éviter ces entorses au principe de la laïcité et, en l'espèce, ces violences contre une professeure? La justice se prononce dans les semaines qui viennent, rapidement. Et puis, il va y avoir également un conseil de discipline. Et puis, encore une fois, on a entendu plusieurs versions. Je me suis entretenu avec la proviseure, je la rencontrerai à nouveau prochainement. C'est qu'on ne doit pas mettre en doute également la parole des enseignants. Ce n'est pas parole contre parole. Les choses, là, sont établies. Et donc, il doit y avoir des sanctions pour cet élève, de façon à ce que, clairement, les choses ne se reproduisent pas. C'est ça, quand je disais tout à l'heure, être implacable. On ne négocie pas la laïcité. La laïcité n'est pas une option. Elle doit être respectée par tous et partout. Que ça plaise à certains ou non, c'est la loi de la République. Et depuis 2005, la loi sur le voile, cette loi ne peut pas subir la moindre entorse. Xavier Bertrand, je voudrais qu'on parle du budget. Le gouvernement a donc présenté sa copie. Il y a un instant, à votre place, le ministre de l'économie et des finances en défendait quelques grands principes. Plus de 20 milliards d'euros de hausse d'impôts, des économies dont le périmètre est encore flou. Question très simple, Xavier Bertrand, si vous étiez parlementaire, est-ce que vous voteriez ce budget? Je ferai des propositions. Bon, déjà, la première des choses, si vous me donnez un petit moment, la France a besoin d'un budget. Et la situation financière, et je pense que la première fois, c'est un sondage qui a été fait la semaine dernière, ELAB, les Français mesurent bien le risque que nous avons de crise financière. Et la crise financière, ça voudrait dire, du jour au lendemain, des mesures beaucoup plus dures, beaucoup plus difficiles à prendre que celles qu'il y a dans ce budget. Donc nous avons besoin d'un budget. Dans un budget, la première des choses, c'est de baisser les dépenses. Baisser les dépenses de façon drastique. Et je vous dis tout de suite, il ne s'agit pas pour un politique de le dire, c'est ce que je vais devoir faire. Moi, au Conseil régional des Hauts-de-France, je vais baisser les dépenses de fonctionnement, je dis bien les baisser, et baisser les dépenses d'investissement. Donc vous dites ce soir, au fond, je donne l'exemple dans ma région, là où certaines collectivités locales disent on nous demande trop d'efforts, 5 milliards c'est trop, vous dites, dans votre région des Hauts-de-France, je vais baisser les dépenses de combien Je vais baisser les dépenses de fonctionnement d'au moins 6%, peut-être plus, et les dépenses d'investissement d'à peu près 10%. Alors, la vérité, c'est que je suis aussi amené à le faire parce qu'il y a les décisions qui ont été prises par l'État, qui demandent un effort très important aux collectivités. Mais je ne suis pas là ce soir pour venir vous dire, c'est un juste. Je connais la situation budgétaire du pays. Vous l'avez dit vous-même, j'ai beaucoup regardé les choses ces dernières semaines. Je sais exactement quelle situation. Et il n'y a aucun gouvernement, aucun Premier ministre qui serait arrivé en disant « Attendez, avec moi, ça va être facile, ça va passer crème, on va tout régler. » Donc, mais par contre, ce que je sais, c'est que l'impôt, les hausses d'impôts, c'est en tout dernier recours. Et donc, Xavier Bertrand, vous considérez que, en l'état, la copie gouvernementale présente trop d'impôts et pas assez de baisse de dépenses? Moi, vous savez, il y a deux attitudes possibles vis-à-vis du gouvernement de Michel Barnier. Critiquer ou proposer. Moi, je viens pour proposer. L'un n'empêche pas l'autre. Non, je viens pour proposer.
Je viens pour proposer parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est la réussite de la France. C'est que la France reste un pays debout. Et pour cela, nous avons besoin que le gouvernement puisse réussir et être aidé. Voilà la logique de ma position. Donc quand vous me dites on peut faire l'un et l'autre, moi ma première logique c'est celle de proposer. Et donc ce que je propose, c'est que les dépenses de l'État baissent davantage que ce qui est prévu aujourd'hui. Ça va être douloureux. Et donc qu'on augmente moins les impôts. Évidemment. L'impôt, c'est en dernier recours. Et après, il y a d'autres points qui me semblent importants. Vous voyez, monsieur Duhamel, on entend de plus en plus beaucoup de Français dire on paye beaucoup d'impôts en France, on paye trop d'impôts, et on ne sait pas à quoi ça sert. Et on n'en a pas pour notre argent. C'est terrible cette phrase. Parce que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la question du consentement à l'impôt. Le consentement à l'impôt, c'est l'un des fondements démocratiques. Et là, aujourd'hui, si vous voulez garder le consentement à l'impôt, il faut la confiance. Le budget ne peut pas comporter la moindre mesure de rétroactivité. Notamment sur la question de la flat tax, il est question... Et l'impôt sur le capital. Il est question de revenir sur ce qui serait aujourd'hui distribué en 2024. Le budget pour 2025 ne doit concerner que 2025 et pas 2024, pas de rétroactivité. Deuxième point, la question de la confiance, les retraités. Les retraités dans la loi sur les retraites, vous savez que j'avais fait des propositions parce que je trouvais qu'elle n'était pas assez juste, mais dans cette réforme, il est dit, maintenant, le niveau de vie des retraités, il est garanti. Je suis désolé, vous ne dites pas qu'il est garanti seulement au bout de 6 mois parce que c'est une forme d'impôt. Oui, parce qu'il y a, déguisé. et encore une fois, on en a parlé il y a un instant avec Antoine Armand, une décision de ce qu'on appelle désindexer les pensions de retraite entre janvier et juillet 2025. Ça, pour vous, c'est inacceptable. Tout à fait, parce que encore une fois, c'est une question de confiance. Alors on va me dire, oui, bien sûr, les retraités, il ne faut pas les toucher. Mais attendez, regardez bien les choses. Les retraités, aujourd'hui, eux, il n'est pas question de salaire qui augmente. Les retraités, il n'est pas question de 13e mois, il n'est pas question d'heures supplémentaires, il n'est pas question de partage de la valeur. Donc ce qu'ils ont, c'est pour aller jusqu'au bout. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est que les retraités aujourd'hui, ce sont eux qui assurent énormément de la solidarité à l'intérieur des familles, y compris financièrement. Donc vous dites, Xavier Bertrand, dans les colonnes du Parisien, vous dites il faut, au fond, pour faire les économies générées par cette désindexation des pensions de retraite, il faut à la place faire la réforme de l'assurance chômage. C'est ce que vous montriez tout à l'heure. Mais il y a un instant, Antoine Armand dit, en fait, ça génère des économies sur plusieurs années. C'est pas équivalent. Ça suffit pas. Ça commence à générer des économies importantes dès maintenant. Et les chiffres qui ont été donnés montaient jusqu'à 3,5 milliards, 3,7 milliards. Voilà. Et après, je vais même aller plus loin. C'est que la réforme, je comprends qu'on dise aux partenaires sociaux, vous négociez, mais je suis intimement convaincu qu'il faut aller beaucoup plus loin que la réforme qui avait été mise en place initialement, parce que c'est le retour à l'emploi qu'il faut favoriser. Dernier point sur la question de la confiance. Les collectivités locales. L'État dit aujourd'hui, on va vous faire une ponction, il n'y a pas d'autre mot, de 5 milliards d'euros. J'ai conscience que personne ne peut s'en exonérer. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, pour moi, dans la région, on va baisser les dépenses de fonctionnement. Mais là encore, ça montre que c'est l'État qui nous tient par un fil avec les dotations. On n'a pas les moyens aujourd'hui de déterminer notre politique. Donc l'État peut parfois ouvrir le robinet, et là il le ferme complètement, et donc on est étranglé, mais qu'on nous donne de la responsabilité, de la liberté. Donc nouvelle étape. Nouvelle étape, c'est-à-dire que plutôt que d'être dans une guerre avec l'État, c'est trop, on n'est pas d'accord et autres, sortons de cela par le haut. Et moi ce que je propose, c'est que l'on établisse dès maintenant un nouvel acte de la décentralisation, c'est-à-dire qu'on donne davantage d'autonomie fiscale aux collectivités, davantage de liberté, c'est-à-dire que l'on puisse aussi déterminer par nous-mêmes décentralisation, déconcentration, trop de décisions prises à Paris et simplification. Pas dans un siècle, maintenant. Et il y a une personne qui saurait le faire, c'est Gérard Larcher. Pas pour négocier la question budgétaire, mais pour discuter, voir exactement ce que l'on fait. Et là, vous changez le fonctionnement du pays, parce que trop des décisions aujourd'hui sont prises à Paris. On va rentrer dans le détail dans un instant des baisses de dépenses que vous proposez, mais juste sur les impôts, ce qui m'interpelle, vous dites trop d'impôts, il faut que ce soit en dernier recours. Mais au fond, quand on regarde les propositions de hausse d'impôts qui sont soumises à la discussion parlementaire, augmentation des impôts pour les plus aisés, plus de 250 000 euros par an pour un célibataire, plus de 500 000 pour les couples, contribution exceptionnelle pour les grandes entreprises qui font un chiffre d'affaires au-dessus d'1 milliard d'euros. C'est injuste ça de leur demander de contribuer davantage? Vous savez ce que tout le monde pense. Bien évidemment que les gens ne sont pas opposés à cela. Mais alors pourquoi vous dites qu'il y a trop Parce que c'est en dernier recours. Parce que l'impôt est une facilité politique française. Elle est là le sujet. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de ceux qui nous regardent, qui nous prêtent, qui se disent, vous les Français, vous savez augmenter les impôts. Il faut leur faire la preuve que l'on sait baisser les dépenses. Le budget de l'État aujourd'hui augmente plus que l'inflation
C'est pas normal. Le budget de l'État doit baisser moins que l'inflation, ce qui est une façon de montrer que nous savons faire des efforts. Attendez, ça va pas être facile, ça va certainement être douloureux, mais encore une fois, l'impôt en dernier recours, en tout dernier recours. Vous savez ce qui manque aujourd'hui, et pour beaucoup de gouvernements depuis des années, c'est la restructuration de l'organisation de l'État. Regardez, on a des services d'action. Ça, c'est, vous savez, Xavier Bertrand, vous avez plus d'expérience que moi en la matière, mais on entend ça tous les ans. La réforme de l'État, lutter contre le millefeuille, la lutte contre les doublons. Pourquoi les autres gouvernements ne l'ont pas fait pour réduire la dépense? Vous voulez que je vous dise? C'est parce que Paris, le pouvoir central veut garder le pouvoir, veut continuer à contrôler. On fait confiance. Non, mais attendez, je vous parlais de la confiance tout à l'heure. Ceux qui gouvernent ne font pas confiance aux Français. C'est pour ça qu'on a plus de normes qu'ailleurs. C'est pour ça qu'on a plus de contrôle qu'ailleurs. Dans ce que je vous proposais tout à l'heure, notamment sur les collectivités locales, on sait tous ce qu'il y a à faire, tous. Il y a eu un rapport Avignon, un rapport Woerth. Il y a des textes qui ont été faits, notamment qui ont été préparés au Sénat. Et pourquoi ça bouge pas? Tout simplement parce que Paris veut garder le contrôle. Il est temps de faire respirer ce pays. C'est vrai pour les collectivités, c'est vrai pour les entreprises. Et puis vous avez aussi un autre sujet, vous me parlez des grandes entreprises. Vous leur demandez plus ou vous leur donnez moins? Parce que ça, c'est aussi un vrai sujet, c'est que vous pouvez donner moins d'aide aux entreprises les plus importantes plutôt que d'avoir toujours la logique de l'impôt. Un point précis encore sur un certain nombre de mesures du budget, le fait que les rendez-vous chez le médecin vont être moins bien remboursés, c'est ce qu'on appelle l'augmentation du ticket modérateur, également sur les arrêts de travail. Est-ce que vous considérez, parce que c'est peut-être aussi ce que se disent certains qui nous regardent, que ce budget est injuste dans l'État? Ça va conduire à quoi ça? À une augmentation du prix des mutuelles? Mais des prix des mutuelles. Donc ça veut dire qu'on va prendre dans la poche des Français. Et là, on en arrive à un autre point. Vous avez entièrement Donc c'est un budget qui prend dans la poche des Français. Vous avez entièrement raison. Vous savez, ce que je veux dans ce budget, ce que je demandais dans l'interview du Parisien, c'est qu'il y ait plus pour les catégories populaires et les classes moyennes. À partir du moment où vous demandez un effort, alors 60 milliards d'euros, je vais être très franc avec vous. Je pense qu'il faut être capable d'aller plus loin dans la baisse des dépenses, de certaines dépenses de l'État, mais de donner davantage aux classes moyennes et aux catégories populaires avec une mesure très simple, la baisse des charges salariales. C'est-à-dire que ce soit au SMIC ou au niveau du SMIC, c'est-à-dire eux de leur permettre... Mais on peut se permettre, Xavier Bertrand, vous dites à la fois la situation financière elle est épouvantable et en même temps vous dites il faut baisser les charges salariales. Je viens de vous dire une chose. Vous avez 60 milliards d'euros d'efforts, alors c'est 61,5. Mais le 1,5 milliard, vous redonnez de vraies perspectives à ceux qui votent. Monsieur Duhamel, il y a eu des élections législatives en juillet. Il faut que les choses soient claires. C'est que ceux qui ont voté se disent on a été compris. Et en l'état, ce n'est pas le cas. Il y a clairement la question de l'autorité de l'ordre, la sécurité, la fin de l'impunité en matière de justice, la maîtrise de l'immigration, mais il y a le pouvoir d'achat, pas en distribuant des chèques, mais le pouvoir d'achat par le travail. C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Et les services publics. Vous demandez un effort sur la santé. Mais si les Français se disent il va y avoir un investissement dans la santé, ils sont prêts à y aller. C'est ces sujets-là aujourd'hui que vous avez besoin de prendre à bras-le-corps, de répondre aux attentes, aux exigences exprimées en juillet. Donc il faut améliorer ce budget. Un mot sur les dépenses. Vous dites donc depuis le début de cet entretien qu'il faut les baisser encore davantage. On peut se demander, Xavier Bertrand, si vous avez de la mémoire. En septembre 2023, vous demandiez une ristourne pour tous les automobilistes de 15 à 20 centimes sur le prix du litre d'essence. Est-ce que vous êtes vraiment le mieux placé pour donner des leçons de bonne gestion quand on proposait ce type de mesures aussi coûteuses qui avaient été estimées, je crois, entre 8 et 12 milliards d'euros selon l'estimation? Non, 1000 milliards pendant qu'ils y sont. Vous savez ce que je demandais à l'époque? Vous êtes suffisamment averti pour savoir exactement ce que je demandais. C'est que l'État était en train de nous infliger une double peine. C'est-à-dire qu'il y avait l'augmentation de la fameuse TICPE, il y avait l'augmentation de la TVA. Et je demandais à ce que l'on rende juste une partie de ce surplus. Ah oui, mais alors il fallait bien désendetter, Xavier Bertrand. Vous demandiez de fait une dépense supplémentaire à l'époque. Monsieur Duhamel, vous êtes sérieux là ou pas? Vous êtes sérieux? Oui. Désendetté alors qu'ils ont continué à creuser le déficit. Ça aurait été encore pire si vous avez écouté. C'était tout simplement de rendre une partie de ce que l'État prenait en plus, en trop. Mais c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est la confiance. À chaque fois que vous passez à la pompe, vous vous faites racketter. Oui, mais mon point, Xavier Bertrand, c'est que c'est facile dans une situation financière très compliquée d'arriver et de dire il faut pas augmenter les impôts, il faut faire plus de dépenses, quand pendant plusieurs années, et vous n'êtes pas le seul, on a continué à demander des dépenses supplémentaires, à dire qu'il fallait des chèques énergie, à dire qu'il fallait des ristournes sur le carburant. Il y a une forme de décalage entre ce que vous disiez et ce que vous proposez aujourd'hui. Monsieur Duhamel, alors je ne suis pas le bon client pour entendre ça. Je suis désolé.
Moi, j'ai mené la réforme des retraites dès le départ en 2003. Ça rappelle que je suis pas tout jeune, je l'assume. La réforme de l'assurance maladie, qui nous a permis d'éviter le krach de l'assurance maladie. Et dans ma région notamment, j'aide les gens qui bossent et qui doivent prendre leur voiture. C'est ma cohérence. Donc quand vous me dites ah, pas vous, pas ça, je suis désolé. Moi, ce que je fais, je le mets en musique. Et quand je vous dis cette année que je vais baisser mes dépenses, je l'assume. Xavier Bertrand, je voudrais qu'on parle du Doliprane. On en parlait il y a un instant avec le ministre de l'économie. Médicament le plus vendu en France, qui est sur le point de passer sous pavillon américain après le choix de Sanofi de rentrer en négociation exclusive avec un fonds d'investissement américain. Dont une usine est dans les Hauts-de-France. Absolument. Préféré un consortium français. Est-ce que vous demandez au gouvernement de bloquer cette cession, comme le font 62 parlementaires? Je demande à ce qu'on ait des garanties, parce que le fonds concurrent, le fonds français, n'est pas tout seul. Il y a avec lui d'autres fonds singapouriens et Abu Dhabi également, donc il n'est pas tout seul, l'autre fonds. Ce que je demande, c'est des garanties, mais entendons-nous bien, des garanties au-delà de 5 années. Pour les 5 années qui viennent, tout le monde va vous dire qu'il n'y a strictement aucun problème. J'ai une proposition à faire au gouvernement. C'est que la BPI, Banque publique d'investissement, la Banque publique d'investissement, c'est l'État, rentre au capital d'Opelia, c'est-à-dire l'entreprise qui fabrique le Doliprane. C'est une bonne affaire, l'État n'y perdra pas. Bon, vous allez me dire, ça va être un coût. Non, c'est un investissement. Et en ayant également un siège au conseil d'administration, ça nous permettra, dans les 5 années qui viennent, mais au-delà, quel que soit l'acquéreur, de pouvoir avoir un droit de regard et de pouvoir garantir les conditions de prix du Doliprane et les conditions d'approvisionnement. Cette proposition-là, elle ne coûtera pas à l'État sinon de faire un investissement, et un bon investissement. C'est d'une certaine façon une garantie, non, c'est une forme de verrou, au-delà de 5 ans. Xavier Bertrand, je voudrais qu'on remonte quelques semaines en arrière, fin août, début septembre, où vous étiez, je le disais il y a un instant, le favori pour Matignon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été nommé, alors que pendant plusieurs jours, on pouvait lire dans la presse, partout, que Emmanuel Macron était sur le point de vous nommer à Matignon? Vous êtes suffisamment averti pour savoir que ça ne se passe pas forcément comme le dit la presse. Donc si vous voulez savoir, je pense qu'il faut poser la question directement à Emmanuel Macron. Moi, je vais plutôt vous dire quel était mon état d'esprit. On est au lendemain des élections législatives. On le voit bien, une forte poussée du Rassemblement national, entre 10 et 11 millions d'électeurs. Le nouveau front populaire qui bénéficie d'une forme de front républicain. Et on ne le voit, pas de majorité absolue. Et ce que je propose à l'époque, c'est de dire... Il faut qu'il y ait un gouvernement pour traiter les urgences nationales qui rassemble les hommes et les femmes de bonne volonté et qui ne soit pas dirigé par quelqu'un de la majorité sortante. Je suis ensuite amené à rencontrer le président de la République. C'est-à-dire que quoi concrètement, pour ceux qui nous regardent, il décroche son téléphone, il vous envoie un message, il vous appelle, il dit voilà, monsieur ça ne se passe pas tout à fait comme ça, mais la vérité c'est que je rencontre le président de la République. Plusieurs fois? Oui. Et je lui explique clairement ce que j'ai en tête, les propositions d'action pour apporter des solutions, pour faire reculer les problèmes dans les domaines que je vous ai indiqués. L'ordre, le pouvoir d'achat par le travail, les services publics et autre chose aussi. J'insiste beaucoup là-dessus. Vous avez vu ce qui s'est passé aux élections? Il y a 15 millions de nos concitoyens qui vivent dans des communes de moins de 2000 habitants. Et eux en ont marre d'être considérés comme des citoyens de deuxième zone. Il faut leur apporter des réponses. Et quand vous lui dites ça au président de la République, il est séduit par cette feuille de route que vous lui proposez? Visiblement, ce n'est pas moi qui suis choisi. Oui. Donc... Non, mais on va y venir dans un instant, il s'est passé autre chose. Mais donc, en fait, non, mais pourquoi je pose cette question, Xavier Bertrand? Parce qu'on se souvient ces dernières années de passes d'armes que vous avez pu avoir avec le président de la République, assez sévères. Vous avez eu contempteur du macronisme particulièrement déterminé. Je confirme. Et pour autant là, vous étiez prêt à aller faire affaire ensemble, si j'ose dire? Non, parce que vous le savez bien, dans une configuration différente. Il ne s'agit pas il aurait pu avoir un peu de rancœur dans une majorité. Il ne s'agit pas non plus de mettre en place une cohabitation parce qu'il n'y a pas de parti qui ait une majorité absolue de remplacement. Mais c'était de dire aujourd'hui, c'est un gouvernement d'urgence nationale pour traiter justement ces urgences. Une configuration politique sans précédent. Et je pense que c'était aussi le moment pour les responsables politiques de s'engager et pas de se cacher. Deuxièmement, je suis convaincu, Monsieur Duhamel, que si vous avez des résultats dans les domaines que j'ai évoqués, vous faites reculer les extrêmes. Vous faites reculer les filles, reculer les extrêmes. Vous faites reculer le Rassemblement national et je suis ensuite convaincu d'autre chose. On a encore 2 ans et demi qui nous séparent de la prochaine élection présidentielle. La fin de ce quinquennat ne peut pas être chaotique. Il en va pas seulement de la personne de M. Macron, mais de ce qu'est le chef de l'État, c'est-à-dire le clé de voûte des institutions. Et on a besoin, au maximum, d'avoir une stabilité politique. C'est les raisons pour lesquelles j'étais prêt à m'engager. Mais juste, Xavier Bertrand, pour ceux qui peut-être ne s'en souviennent pas, une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas été nommé, c'est parce que Marine Le Pen a mis son veto. Elle a dit, le Rassemblement national a fait savoir, si c'est Xavier Bertrand, on censure dans la seconde, compte tenu des prises de position, des propos qui ont été les vôtres. Notamment cette phrase en 2021, quand vous avez gagné au régional dans les Hauts-de-France, vous disiez avoir, je cite, brisé les mâchoires du RN.
avec le recul, vous regrettez ces propos qui vous ont empêché d'avoir été nommé à Matignon? Ah, je ne regrette certainement pas ces propos et je ne regrette pas mon action. Pourquoi elle a cette attitude, Madame Le Pen, à votre avis? Parce qu'en 2016, elle est sur sa trajectoire présidentielle, elle pense qu'elle va gagner sans coup férir les Hauts-de-France. Elle ne gagne pas, pourquoi? Parce qu'à l'époque, la gauche décide de se retirer et sans négociation appelle à voter pour moi. Et quand je suis élu, je décide de mener une politique qui est une politique qui, clairement, vise à obtenir avant tout des résultats. Mais donc c'est quoi? Vous dites elle a peur de vous? Mais bien sûr. Mais est-ce que c'est pas juste... Pardon, mais est-ce que c'est pas juste qu'elle veut pas d'un Premier ministre qui a eu des propos comme cela? Non, c'est parce qu'elle sait pertinemment qu'à Matignon, j'aurais fait la même chose que dans les Hauts-de-France. Et qu'est-ce que j'ai fait dans les Hauts-de-France? En 2016, j'engage une action résolue, notamment pour la réindustrialisation de la région. Et vous le savez, c'est la région qui accueille aujourd'hui la vallée des batteries électriques qui vont être l'industrie de demain pour l'automobile. Et j'obtiens avec Bernard Cazeneuve le démantèlement de la jungle de Calais. Il y avait 10 000 migrants qui étaient exploités par les passeurs qui étaient là. On obtient le démantèlement. Pas elle qui l'a demandé, c'est pas elle qui l'a obtenu. Donc Marine Le Pen avait peur de vous et elle sait pertinemment que j'aurais eu la même action. Et c'est-à-dire que contrairement à ce qu'il dit, je respecte tous les électeurs, dans ma région comme au niveau national. Qu'ils m'aiment ou qu'ils ne m'aiment pas, qu'ils votent pour moi ou qu'ils ne votent pas pour moi. Mais ils savent pertinemment que j'ai des résultats. Et quand vous vous attaquez à la colère des gens, quand vous attaquez à la détresse, eh bien, ils ne sont pas, eux, dans les mains du Front National. Ils veulent tout simplement des responsables politiques qui bossent et qui obtiennent des résultats. Et elle ne voulait pas de cela. Vous auriez été censuré immédiatement si vous aviez été nommé. Qu'est-ce que vous en savez? Quand toute la gauche dit on censure et que le Rassemblement national censure, ça fait plus de 289 voix pour faire tomber le gouvernement et donc vous seriez tombé immédiatement. Écoutez, en tout état de cause, moi je vais vous dire, je n'ai pas de regrets par rapport à ce qui s'est passé. C'est la vie politique qui est ainsi faite. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il ne faut pas croire que le Rassemblement national, c'est l'alpha et l'oméga de la vie politique française. Madame Le Pen... Quand on voit que Michel Barnier appelle Marine Le Pen après des propos de celui qui était à votre place il y a un instant, Antoine Armand, parce qu'il a dit que le RN ne faisait pas partie de l'arc républicain, ça ressemble à une forme de tutelle. Le Rassemblement national, ça rime pas avec intérêt général. Il n'y a que ses intérêts pour accéder au pouvoir. Elle se moque de la détresse des gens. Elle ne veut qu'en profiter. Voilà la vérité. Et l'histoire du Rassemblement national, c'est ça. Vous voyez, je viens devant vous ce soir, je ne change pas d'attitude, mes valeurs sont totalement les mêmes. Et je reste persuadé qu'il faut dire ni LFI, ni RN. Les deux, aujourd'hui, ne visent qu'à profiter des problèmes. Vous, à Matignon, vous auriez appelé Marine Le Pen? Vous avez la réponse, vous savez bien. Qu'il ait appelé le ministre Armand, suite à ses propos, c'est normal. Et ça s'arrêtait là. Si Michel Barnier tombe, vous êtes prêt à relever le gant ou pas? Si Michel Barnier tombe, ça veut dire que vous n'aurez pas une crise politique, mais une crise institutionnelle. Et que derrière la crise institutionnelle, aussitôt, vous aurez une crise financière et une crise sociale. Bien, je veux éviter cela. Oui, mais enfin, ce qui n'empêche que c'est une possibilité. Non, parce que la question n'est pas là. C'est qu'il n'y aura pas la question d'un recours. Il y aura la question d'une crise encore plus importante à gérer. Alors, on doit l'aider et souhaiter qu'il réussisse. Quelques questions politiques pour finir, Xavier Bertrand. La première, la porte-parole du gouvernement a annoncé ce midi dans BFM Politique une nouvelle loi immigration pour début 2025, à peine un an après le vote du dernier texte sur ce sujet. Marine Le Pen le demandait. C'est pour ça que le gouvernement on se moque de ce qu'elle demande, Marine Le Pen. La France a besoin d'avoir une nouvelle loi pour maîtriser l'immigration et on n'a pas besoin de savoir... Donc vous soutenez cette idée? Quand on voit qu'il y a eu 30 lois en 40 ans, est-ce que c'est vraiment une loi supplémentaire qui fait la différence? Vous trouvez qu'on peut expulser facilement aujourd'hui les OQTF? Non. Alors il faut pas sûr que ce soit par la loi, ça. C'est les questions des laissez-passer consulaires. Vous avez des questions aussi de pouvoir placer en centre de rétention ou en résidence assignée à résidence, qui simplifie les choses. Les pays qui font mieux que nous le font comme ça. Et puis quand même, en matière économique, ça vaut quand même la peine, comme dans certains domaines, de choisir qui rentre en France. Moi, je suis, vous le savez, pour une forme de quota, comme le font des pays qui ne sont pas des pays autocratiques, le Canada, l'Australie, que l'on puisse clairement choisir qui vient sur notre territoire. C'est aussi simple que ça. Donc vous êtes favorable à ce qu'il y ait une nouvelle loi. Est-ce que de la même manière, vous êtes favorable à la ligne Bruno Retailleau, qui dit par exemple qu'il faut régulariser au compte-gouttes. L'immigration n'est pas une chance pour la France. Il faut rétablir le délit de séjour irrégulier. Est-ce que ça, c'est votre droit? L'immigration illégale est une évidence. Lui, il dit non, mais c'est une évidence. Et illégale. C'est une évidence que c'est pas possible de continuer à accepter l'immigration illégale. Et mes propos ne datent pas de ce soir. Oui, ça a toujours été constant. Bruno Retailleau cible aussi l'immigration légale. Non, écoutez, il a précisé ses propos, notamment sur l'état de droit. Oui, mais là, sur l'immigration. Il a bien fait de le faire. Et encore une fois, sur ces questions-là, tous les pays européens sont confrontés à cela. Et j'aurai l'occasion de rencontrer Bruno Retailleau, je lui ai dit ce matin, pour lui parler de la situation, notamment sur le Calaisis et sur le Dunkerquois. Ça ne peut pas continuer comme ça. Avec des Anglais qui se moquent de nous. Les drames que nous avons aujourd'hui dans la mer du Nord, dans la Manche, c'est
Ce sont les Anglais qui en sont responsables. Et il est temps d'y mettre un terme. Deux questions précises encore, Xavier Bertrand. D'abord sur la difficile coexistence au sein de la majorité entre les macronistes et votre parti, les Républicains. Dernière preuve en date, l'incapacité à se mettre d'accord qui aboutit à l'élection à la tête de la Commission des Affaires économiques de l'insoumise Aurélie Trouvé. Gabriel Attal reproche à Laurent Wauquiez de ne pas avoir respecté l'accord qu'ils avaient conclu. Laurent Wauquiez a manqué à ses devoirs? Non mais, une députée de la France insoumise à la présidence de la Commission des Affaires économiques. Non mais on voit ce que ça veut dire. Non mais on voit, c'est-à-dire LFI qui serait capable de nous mettre l'économie par terre, elle est à la tête de la commission. Heureusement que c'est pas elle qui établit la politique économique du pays. On ne peut pas revivre ça. Mais la faute à qui? On ne peut pas revivre ça. Ce que je sais, c'est que Julien Dive, qui est le député de ma circonscription, l'un de mes très proches, était candidat. Il a retiré sa candidature au profit de Stéphane Travert, macroniste, et il a voté pour lui, et il l'a dit. Et j'aurais aimé que la consigne soit de faire exactement la même chose, parce que entre M. Travers et Mme Trouvé, M. Travers, qui est de Renaissance, je ne sais pas si on dit encore comme ça, et LFI, il n'y a pas photo. Et donc c'est Laurent Wauquiez qui a fauté dans le cas d'espèce. Ni LFI, ni RN. Je ne veux pas des extrêmes. Et c'est la raison pour laquelle je propose également qu'on sorte aussi de cette situation. On voit bien qu'il y a des différences, c'est normal. Ça ne doit pas devenir des divisions ou des fractures. Il faut que celles et ceux qui aujourd'hui sont dans le soutien à Michel Barnier se parlent et pas seulement à l'Assemblée nationale. Au fond, Laurent Wauquiez joue un rôle ambigu quant à Michel Barnier? Ne me cherchez pas sur le sujet, j'ai pas envie de polémiquer. Pas polémiquer, c'est le patron je viens de vous dire, enfin, le patron votre état d'esprit peut-être de me chercher là-dessus, mon état d'esprit c'est de ne pas polémiquer. Vous voyez la situation du pays, je suis pas là pour polémiquer. Mais une chose est certaine, c'est qu'il faut qu'on se parle et qu'on s'entende. On ne peut pas continuer comme ça à avoir des, je le dis, des fautes politiques comme celles qu'on vient de connaître avec l'élection de Mme Trouvé. Ça ne doit pas se reproduire. Et il faut qu'on se parle également. Il faut qu'on se parle également sur le projet sur lequel nous pouvons être d'accord. Pardonnez-moi, c'est pas sur les plateaux de télévision qu'on doit faire part de tel ou tel projet. Moi, je suis pour un système qui est un peu à l'allemande, qui n'est pas dans la tradition française. On s'est beaucoup moqué des Belges. On se met autour d'une table et on voit ce sur quoi on est d'accord. On appelle ça des urgences, des priorités. On avance déjà là-dessus. Deux questions précises pour terminer, Xavier Bertrand. C'est plus que ce que vous aviez dit? Oui, c'est vrai, mais comme je suis ici, chez moi, si j'ose dire, je rajoute, évidemment chez moi, c'est un chez moi collectif. Sur votre parti politique, maintenant qu'Éric Ciotti est parti, il va falloir lui trouver un chef. Est-ce que Laurent Wauquiez est le chef naturel, le leader naturel de votre famille politique? Chaque chose en son temps, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Pas très enthousiaste vis-à-vis de Laurent Wauquiez, ça. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Et vous pourriez, vous, être candidat? Je serai beaucoup plus disert que je le suis ce soir. Bon, donc vous prenez date pour venir sur ce plateau. Autre question, en février dernier, vous disiez à nos confrères de Ouest France, j'ai bien l'intention d'être candidat en 2027. Est-ce que c'est toujours le cas? Et pourquoi ça aurait changé? Parce que les circonstances ont changé, non? Donc, je viens de vous répondre. Donc vous avez toujours l'intention d'être candidat en 2027? C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vous dis, aucune raison ne m'aurait amené à changer. Réponse très claire. Et si, puisque la question lui était posée à Édouard Philippe, si l'élection présidentielle avait lieu plus tôt, est-ce qu'il serait prêt? Il répondait dans les colonnes du Point, je vous le confirme. Est-ce que c'est votre cas? Moi, je mettrai toute mon énergie à rassembler et à faire en sorte que ce quinquennat puisse aller à son terme. Et c'est l'intérêt de tous, c'est l'intérêt des Français, c'est l'intérêt du pays. 2 secondes. Voyez la violence politique qu'il y a, notamment avec les extrêmes et LFI. Imaginez si on avait la possibilité de dire, eh bien écoutez, ce mandat ne va pas à son terme. Ça veut dire que pour tous les responsables, quels qu'ils soient, tous les responsables politiques, c'en serait fini, la visibilité donnée. Quand vous avez une députée européenne de la France insoumise qui vient dire à des journalistes, vous devrez rendre des comptes, c'est la même logique. Parler de Rima Hassan. Exactement. Et des journalistes de BFM. Et donc sur tous ces sujets, il faut aussi raison garder et garder son sang-froid. Et je le dis aussi, c'est l'intérêt de tous que, clairement, les choses, la vie politique puisse se dérouler normalement au terme prévu. Mais je retiens, Xavier Bertrand, que vous n'avez pas changé d'avis sur votre intention d'être candidat en 2027. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche.